Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. Je suis goutte à bouteuse, hacheuse, ciseleuse, accoucheuse, dentelière. C'est génial, on raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques. T'as un peu une mémoire ambulante, t'as rangé toutes tes images dans des petits tiroirs et après tu fais des connexions. T'es obligé de trouver des astuces et moi j'adore ça. C'est mettre nos compétences et notre technique au service de quelqu'un qui a une vision. Un film, c'est plus forcément des raccords, mais c'est aussi un sentiment. C'est un curieux mélange de se mettre en danger tout en gardant une place pour s'émerveiller. C'est vraiment de l'ordre du ressenti, et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition, parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets, et on s'enrichit tous les jours. Play, pause, cut. J'adore le bruit du métro lillois. Une vraie Madeleine de Proust pour moi. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous énoncer toutes les stations que je connais encore par cœur. Après avoir pris une bonne drache, ou grosse pluie si vous ne connaissiez pas ce joli mot, je débarque chez le monteur du jour, chaleureusement accueilli par sa famille et leur lapin Maurice. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ça va, ouais. Bien te voir. Ouais, ça fait plaisir. Bah oui. Dans son petit studio maison, nous avons eu une longue et passionnante conversation que j'ai essayé de vous résumer au mieux ici. Il a pas plus longtemps, mais il a plus fort, quoi. On a parlé d'apprentissage et de transmission avec les assistants, d'intuition, d'arbres géants néo-zélandais, mais aussi de la salle de montage comme catalyseur des rapports humains, ou encore de la difficulté à se sentir légitime en tant que monteur. Maurice qui a faim, du coup, il traîne dans nos pattes. Bienvenue dans la salle d'Anthony Bellagamba. C'est par là. Bureau de Marie, chambre d'amis, et moi je suis là. Ok. Un petit studio maison. Tout petit, mais... C'est chouette. T'as quand même, t'as tes deux écrans, t'as mis quoi, un projo, c'est ça? Ouais, en fait il est là. Ah oui, passe par en dessous, oui, d'accord. Alors c'est pas idéal, parce que déjà il fait du bruit. Oui. Et qu'il chauffe. Oui. Voilà, c'est pas mal, parce que ça me permet d'avoir une grande image, mais c'est un peu trop grand comme je suis en dessous. Hmm. C'est pas désagréable, mais voilà. C'est bien quand tu prends du recul pour regarder, quoi. Là, en l'occurrence, tu vois, je travaille sur une fiction, et la plupart du temps, le montage commence très tôt pendant le tournage. Donc il y a toujours les 2/3 du temps où de toute façon je suis tout seul. Mm. Donc étant lillois, et là en l'occurrence la prod étant à Paris, pour pas multiplier les allers-retours quotidiens, pour finalement me retrouver aussi tout seul devant 3 écrans et un avis là-bas, comme ce sont des gens avec qui je travaille depuis plusieurs années, il y a une confiance qui me permet de leur dire écoutez, voilà, je travaille chez moi. Ce qui est à la fois bien et en même temps, je suis aussi content d'aller voir des gens. Ouais. Parce que je suis autonome, oui, mais pas nécessairement quelqu'un de très solitaire de nature. Donc à un moment donné, je suis content d'échanger. Ouais. Je l'ai d'autant plus ressenti pendant le Covid, ou encore plus qu'avant ou après. J'ai travaillé pas mal de la maison. C'était lourd. Ouais. De pas avoir ces échanges un peu décontractés, informels, juste pour parler, penser à autre chose, quoi. penser à autre chose, parler boulot ou pas boulot. Du coup, quand je fais des allers-retours à peu près quotidiens pendant les 2-3 dernières semaines, c'est que les 2-3 dernières semaines, c'est pas 8 semaines comme là, en l'occurrence, dure le montage. Et du coup, là, c'est quoi c'est un téléfilm? C'est une série, oui, c'est une série pour France 2 qui s'appelle Astrid et Raphaël. D'accord. Et là, c'est la saison 4 qui est donc... spoiler. Voilà. Et c'est très chouette, c'est une série sur laquelle j'ai eu la chance de travailler chaque saison, depuis la première, 2 épisodes à chaque fois sur 8.
c'est un plaisir de retrouver ces personnages chaque année. Alors je vois, mais je pense que c'est un truc propre aux monteurs de fiction. Toi, t'es bin, tu mets les miniatures... Oui, j'aime bien bosser avec les vignettes, et en l'occurrence mon Kama Kambe, le groupe juste à côté, parce que j'aime bien vraiment avoir tout de suite en un clin d'œil la valeur de plan qui est là. Donc si j'avais que les groupes affichés, je ne verrais qu'une vignette sur les deux. Donc Ouais, ça te permet d'avoir les angles, tout de suite les angles je de sais tout de vue, suite dans quel type de cadrage on se trouve. Pour faire une petite parenthèse sur la fiction, j'aime beaucoup... c'est à la fois vertigineux, ce champ des possibles, et en même temps, c'est extrêmement grisant. Parce que tu dis, là, sur cette phrase, j'ai mis... Alors, il y a peut-être que moi qui l'entends, hein, ce petit trémolo dans la voix, ou ce petit haussement de sourcil qu'il a à ce moment-là. Et puis, dans le plan d'après, là aussi, j'ai trouvé, moi, ce tout petit truc, qu'il y a peut-être que moi qui l'ai vu, mais... Et t'as l'impression que la somme de ces petits points de repère qui ont résonné en moi quand j'ai déroché, et c'est pour ça que je tiens à mon premier bout à bout initial, parce que c'est toutes ces petites choses que moi, qui m'ont parlé. Sans que ça se voit, j'ai tricoté un truc qui est un peu un super bien de ce qu'ils ont, le best-of du best-of de ce qu'ils ont fait, et t'as l'impression d'avoir contribué à modeler, pas dire la performance idéale, mais en tout cas tout ce que moi j'ai trouvé de fort, d'émouvant, même si c'est parfaitement anecdotique, toutes ces petites aspérités qui font que le personnage il apparaît comme il est parce que tu as fait ces choix-là. Alors après ils sont plus ou moins contrariés par les envies du réal, de la prod et tout, mais bon, il y a quand même une grosse part qui reste. Mais en tout cas c'est assez grisant, et du coup, indépendamment de la qualité finale du film, j'ai travaillé sur des films qui étaient plus ou moins bien dans l'absolu, mais j'ai vraiment toujours trouvé dans chaque film au moins une raison, ou un comédien ou une comédienne, ou un truc de narration un peu complexe à essayer d'installer, ou au contraire des mines à éviter parce que c'était pas génial au départ et qu'il a fallu faire en sorte que ça se voit pas. Et ça c'est vraiment grisant. Est-ce que tu veux nous parler de ton parcours un peu ? Mon parcours, je n'avais pas vraiment prévu d'être monteur. J'y suis arrivé par des chemins un tout petit peu détournés au départ. J'étais parti pour faire de l'infographie 3D, travailler dans les effets spéciaux idéalement. Il s'avère qu'il y avait une école à Valenciennes, elle y est toujours, elle s'appelait Supinfocom à l'époque, elle s'appelle Rubica maintenant. Cette école formait au métier de l'infographie. La finalité du cycle supérieur, c'était la conception de A à Z d'un court-métrage d'animation en 3D, de l'écriture jusqu'au son, jusqu'au produit fini. Et on avait des cours de montage aussi. Et ça me plaisait beaucoup. Comme beaucoup d'autres étapes, mais ça me plaisait. Et j'ai eu l'opportunité, grâce à un ami de mon père qui était chef monteur à France 3 à Lille, j'ai pu faire un stage d'observation parce que j'avais 19 ans. C'était à l'été 2000. C'était une fiction que montait Nicole. D'accord, Nicole Bram. Je te dis une bêtise. C'était Nicole. Nicole était assistante sur ce film, mais elle a pris un petit peu les rênes du truc pour la suite. Et elle m'a consacré énormément de temps pour m'expliquer des choses, pour me faire découvrir tout ça, et j'ai été vraiment fasciné par toutes ces étapes parce que la première fois que j'ai vu une séance de bruitage, c'était magique. Quand je suis allé au mixage, c'était super aussi. La post-synchro, Et Nicolas, avec beaucoup de générosité, m'a fait découvrir tout ça et m'a expliqué plein de choses. Et donc, fast forward, j'arrive à la fin de mon cursus final, où j'étais en train de me rendre compte que l'infographie, ça me plaisait beaucoup, mais que j'étais pas très bon graphiste. Il faut être conscient de ses limites aussi. Je serais peut-être voué à être un peu une petite main de la 3D, pas forcément avec un champ d'expression très large. Et j'appelle Nicole qui me dit passe me voir, et elle me propose d'être son assistant sur le montage d'une fiction quelques mois plus tard. Et j'ai dit oui. Et en fait c'était parti quoi. Et en fait j'ai jamais travaillé en prod en 3D du tout. Et puis à l'époque, peut-être que tu t'en souviens, à France 3, l'assistant monteur image faisait aussi le montage son. Oui. Le montage des ambiances de la fiction sur laquelle il travaillait.
Et donc pendant plusieurs années, j'ai pu faire les deux et apprendre les deux de manière un peu empirique aussi, parce que c'est pareil, j'avais quelques notions, mais il y a beaucoup de choses que j'ai apprises un peu sur le tas. Donc j'ai pas un cursus comme le tien ou comme l'autre. Après, mon cursus, c'est un BTS, donc ça reste très technique, mais ça t'apprend pas forcément à faire les choses. Non. Tu vois, De toute façon. Process, donc on apprend sur le tas. De toute façon, on apprend sur le tas, et ça c'est clair. Mais j'ai mis du temps à me sentir légitime aussi. Ouais. Alors je te dis pas que je suis arrivé, tu vois, je me remets en question par ailleurs à chaque projet, mais il m'a vraiment fallu du temps pour me dire, oui, c'est mon métier, voilà, ça va. Après, c'est peut-être dû aussi au fait qu'on est tout seul et qu'on n'a pas de point de repère, quoi. Non, on n'a pas de point de repère, si ce n'est quand ça se passe bien, la satisfaction des gens pour qui on travaille, mais c'est vrai que c'est difficile de s'évaluer et de savoir où on se situe par rapport aux autres. Ouais. Quand t'es sportif, tu sais te positionner par rapport aux autres. Si t'as fait 10 secondes de plus que l'autre, tu sais que t'es à 10 secondes de plus. Nous, c'est difficilement quantifiable. Oui, on ne peut pas tellement se positionner, quoi. Non, on sait pas. Donc la seule petite boussole qu'on a à notre disposition, c'est les gens sont contents. Ouais, voilà. Et puis quand t'as des retours de spectateurs, c'est si tu vois qu'ils rigolent quand il faut, ou qu'ils sont émus quand il faut, tu te dis oui, super, mais c'est finalement assez fragile comme retour. Même des gens qui font le même métier que moi, avec qui je suis très ami, j'ai jamais été assis à côté d'eux pendant qu'ils travaillaient, et pareil pour eux. Et peut-être quelque part je me dis un peu heureusement, parce que je suis pas sûr que ce soit très rassurant, mais ça dépend, ouais. Des fois, je trouve ça intéressant, moi, de voir travailler les autres, justement. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire le podcast, c'est que de temps en temps, je me suis rendu compte, tu vois, des tours de, tu discutes à la machine à café, puis finalement, tu vas voir, t'as un tel qui veut te montrer sa séquence pour savoir ce que t'en penses, et puis tu vois que, il a mis ses vignettes comme ça, il a ses écrans dans ce sens-là, machin, et puis t'apprends des petits trucs comme ça. Moi je sais qu'il y a plein même des raccourcis clavier ou des méthodes de, montage son, de tout ça, que j'ai appris complètement par hasard en discutant avec un monteur et en allant voir sa timeline, quoi. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Et à chaque fois je me dis, il faudrait provoquer encore plus ces échanges-là, mais on est toujours pris dans un truc, on est souvent un petit peu sous la contrainte du timing. On n'a pas envie d'embêter les gens parce qu'on se dit qu'eux aussi ils sont speed. Les quelques fois où j'ai eu l'occasion de bosser sur vraiment une histoire, découper un épisode, là il y a un peu plus d'échanges. Il peut y avoir d'un seul coup des séquences de l'épisode 3 et finalement de les mettre à la fin de l'épisode 1 ou à l'inverse, dans l'épisode 3 on va créer un flashback en allant chercher. Donc il y a un peu plus d'interaction. Et puis on se montre les trucs parce que on essaye de se mettre un petit peu tous dans la même optique. Et là, moi, les fois où ça m'est arrivé, j'ai eu vraiment, pour le coup, beaucoup de plaisir à ressentir le fait de faire partie d'une équipe. Je suis parfois un petit peu jaloux de l'ambiance troupe du tournage de fiction. Le fait d'être au sein d'une équipe de montage ou même un peu de manière un peu plus large quand c'est possible, au sein d'une équipe de post-prod avec les monteurs son, avec les mixeurs, les assistants avec qui j'aime bien échanger aussi, et pas simplement... ça peut être aussi les premières personnes à qui je montre des choses. Quoi. Et puis là tu parlais d'assistants, il y a aussi du coup une espèce de transmission, comme toi t'as pu en bénéficier avec Nicole. Malheureusement je pense que c'est peut-être moins le cas maintenant, parce que quand j'étais assistant, alors c'était peut-être déjà un tout petit peu luxe par rapport à ce qui se faisait dans le privé, mais à France 3, l'assistant était vraiment présent de manière assez soutenue. Puis moi je venais aussi sans être payé, sans être sous contrat, juste pour être là, pour voir faire, parce que tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas trop l'occasion de voir nos collègues bosser, mais quand t'es assistant, t'as le droit de faire la petite souris et de venir te mettre derrière sur une chaise et juste de regarder, quoi. Et moi j'ai tellement appris en regardant, et encore une fois c'est assez empirique, et tu le sais comme moi, tu peux pas dire à l'avance si ça va marcher ou pas. Tu mets un plan A, un plan B, ils ont leur valeur propre, et puis
c'est l'effet Kuleshov, quoi. Quand tu les colles l'un à l'autre, d'un seul coup, ça prend une autre signification, ou ça provoque une émotion que tu n'avais pas anticipée. D'être témoin de ça, d'abord par-dessus l'épaule des monteuses, en l'occurrence avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'était super. Et puis voilà, petit à petit, tu te dis, ouais, j'ai envie d'essayer, quoi. J'ai envie d'y aller aussi. Et j'ai été assistant assez longtemps, en fait. Ça, quand même, une dizaine d'années. Oui, parce que je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, t'allais passer monteur du premier, ou tu venais de commencer à monter comme chef monteur. C'est possible. C'était une fiction en 90 minutes, et là, c'était un peu encore plus le saut en grand bain, quoi. Une série qui s'appelait Commissaire Magellan, et qui était tournée par les équipes de France 3 Lille, et la post-prod était faite à Lille aussi. Et ouais, c'était un sacré challenge. Mais en même temps, je savais pas si j'allais être capable de le faire, mais je me sentais prêt à essayer. Oui. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur la légitimité. Je pense que 1 an avant, j'étais pas prêt. Et il y a eu, sur le dernier Assistana que j'ai fait, avec Nicole, c'est un signe, peut-être. C'était génial, et c'est vraiment quelqu'un de super, qui m'a vraiment beaucoup transmis, sans compter. Mais je me suis dit, encore plus que les autres fois, j'aimerais bien être à sa place, tu vois. J'étais content de l'accompagner sur ce film, qui était un chouette film en plus, mais je me suis dit, ok, là je pense que je suis un peu mûr. Et pas très longtemps après, c'était l'été, il n'y avait pas de... Les gens étaient en vacances, il n'y avait personne. Et puis la responsable de post-prod, Virginie, a proposé à Giela, qui était la prod de Magellan, elle a dit dans nos permanents on n'a personne de dispo cet été, mais on a un assistant là qui peut-être pourrait relever le défi. Est-ce que vous seriez d'accord pour lui donner sa chance? Et ils ont eu la confiance de dire ok, on essaye, quoi. Alors j'avais une semaine crash test. T'étais en test pendant une semaine? Oui, disons que le deal c'était que je travaillais une semaine et qu'ils venaient voir ce que j'avais fait au bout d'une semaine. Et je savais très bien que c'était ça passe ou ça casse. Ça devait être une sacrée pression. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine-là. J'ai pas beaucoup dormi, mais en même temps c'était hyper excitant. Parce que je savais qu'il y avait plein de choses qui se jouaient. Puis c'était vraiment... j'avais envie, quoi. Et puis c'est toujours une opportunité amène l'autre, donc ce premier montage s'est bien passé. Et ça a amorcé le fait que je travaille un peu à Paris aussi, pour des prods parisiennes. Alors là, en l'occurrence, après Commissaire Magellan, ce qu'ils m'ont proposé, c'était un épisode de Camping Paradis, qui était donc produit par JLA aussi. Et j'en ai fait pas mal. Et en fait, ça m'a fait rencontrer pas mal de réals aussi, parce qu'il y a pas mal de turnover en réalisation. Et du coup, depuis, tu fais principalement de la fiction, alors? Alors, j'ai fait vraiment principalement de la fiction pendant plusieurs années, et là, depuis 2 ans, la proportion est un peu en train de changer. Ces derniers mois, j'ai fait plus de documentaires. J'ai vraiment beaucoup de plaisir dans les 2 types de projets, même si c'est vraiment pas la même chose, et pas la même approche. Et c'est pas les mêmes attentes aussi sur le rôle du monteur, clairement. C'est pas la même solitude non plus, parce qu'en documentaire, en tout cas, moi, je suis rarement seul, et c'est plutôt chouette. Mais du coup, tu découvres un peu le travail documentaire ou tu... J'en ai fait ponctuellement depuis plusieurs années, c'est pas non plus quelque chose que je découvre complètement, mais c'est vrai que c'est un type de projet qui me surprend vraiment à chaque fois. Qu'est-ce qui te surprend du coup? La part d'échange, avant même de monter le moindre plan, c'est m'immerger dans le dérushage et pour essayer d'avoir une vision la plus complète possible de tout ce que les personnages peuvent apporter, qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui m'émeut, et j'adore cette phase de dérushage. Et surtout quand je suis pas seul. Confronter les points de vue, comment on ressent ce qui vient d'être dit, ou comment ça vient d'être dit. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez magique, en fait. J'ai eu la chance aussi de travailler sur des projets qui étaient pas des projets patrimoniaux, c'est souvent des histoires humaines. Et du coup, forcément, je pense qu'on peut pas faire ce métier si on n'est pas un peu sensible.
Et donc trouver dans tous les témoignages ou toutes les situations qu'on visionne des choses qui résonnent en toi, que tu as envie de mettre en valeur, sur lesquelles tu as envie de t'attarder, au contraire des choses dont tu te dis que là ça sert personne. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui est parfois un peu lourd, quoi. Parce que forcément, il y a des choses qui font écho à des choses très intimes ou personnelles, tu vois. J'ai travaillé sur un très beau documentaire d'Anne Mourgue, qui est une réalisatrice avec qui j'ai fait plusieurs films. Et le film s'appelle Parents extraordinaires, sur un couple très, entre guillemets, classique. Et puis, ils ont eu une petite fille, et il s'avère que, malheureusement, cette petite fille avait une maladie génétique extrêmement rare, qui, en quelques mois, a fait que son pronostic vital est engagé. Elle est toujours en vie, mais elle est malheureusement... c'est très compliqué au quotidien pour eux. Et donc, ils sont partis de la région parisienne. Ils sont partis du côté de la Madeleine sur Montreuil, dans le Boulonnais, et ils ont décidé de créer des gîtes particulièrement adaptés aux familles ayant un membre en situation de handicap. Et ce projet, c'est vraiment leur vie, quoi. Et ils vivent un quotidien très dur. Tout ça pour te dire que être avec eux, entre guillemets, à longueur de journée, quand toi-même t'es papa de petites filles qui vont bien, déjà, quand toi-même t'es papa, c'est dur d'être témoin de la détresse de gens. Et puis en plus, ça te pose plein de questions sur ton propre statut de parent, sur comment tu vivrais les choses si tu devais traverser ce qu'ils traversent. Et tout ça, jour après jour après jour, avec des choses très fortes, très intimes qui sont dites ou qui sont vécues. Tu les laisses pas à la porte de la salle de montage le soir quand tu rentres chez toi, quoi. Pour en revenir à ta question initiale sur qu'est-ce qui me plaît dans le documentaire, je crois que c'est ça. C'est quelque part... j'arrive toujours à trouver une facette ou plusieurs des personnages qui va faire résonner un truc en moi, qui va me donner envie, moi, de continuer à raconter leur histoire. Et peut-être sous un prisme qui est un tout petit peu lié à ma perception de ce qu'ils vivent, quoi. Oui, puis qui fait parfois un peu grandir ou un peu réfléchir sur... Oui. Il y a aussi un truc un peu introspectif. Bien sûr. Enfin, moi, je sais que les projets que j'aime, comme ça, c'est sur des trucs où j'apprends des choses de dingue, ou alors le personnage ou le sujet traité me fait évoluer sur certaines thématiques ou sur... On a une grosse responsabilité dans ce qu'on choisit de montrer ou pas. Alors, quand je dis on n'est pas tout seul. On a un réalisateur, une réalisatrice à côté de nous. Mais quand même, on a une vraie responsabilité. Et moi, j'ai à cœur de jamais les prendre en défaut. Il y a beaucoup de choses parasites. Enfin, le montage, c'est aussi... C'est presque plus renoncer que choisir, en fait. C'est qu'est-ce que j'ai pas envie, de quoi j'ai pas besoin. Qu'est-ce que je peux me permettre d'enlever pour que le message soit le plus clair possible, en fait. Et moi qui suis quelqu'un d'assez indécis dans la vie, je me dis que j'ai vraiment choisi... Je suis un peu maso, en fait. Je sais jamais quoi choisir au restaurant, je sais jamais, je suis... Mais peut-être que par ailleurs, je suis d'autant plus investi le soir que j'ai passé ma journée à prendre des micro-décisions. Vraiment, je pense qu'il y a un peu de ça, en fait. Le soir, je suis vidé de tout pouvoir décisionnel. Et en même temps, c'est toujours... finalement assez linéaire, quoi. C'est que tu fais un choix A qui va fermer la porte à certaines options et puis en laisser la porte ouverte à d'autres, et puis si tu fais un choix B, le champ des possibles se resserre un tout petit peu, et puis tu vas suivre comme ça un cheminement, comme les labyrinthes, tu sais, où tu vas trouver la sortie, puis des fois tu arrives sur une fausse piste parce que c'est un cul-de-sac, et tu fais un peu le chemin en arrière jusqu'à l'embranchement d'avant, et puis tu te dis je vais essayer plutôt comme ça. Et puis avec un peu de bol, tu trouves... alors là, tu trouves une sortie, il y en avait peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est une sortie qui est acceptable. Et là encore, le fait d'être tout seul, ça aide pas à s'extraire de cette spirale de « Ah, j'ai encore essayé ». Enfin, quand Marie, des fois, travaille à côté, je me dis « Mais là, ça fait 25 fois qu'elle entend la même réplique ». C'est l'enfer, quoi. Oui, c'est vrai que pour les personnes extérieures, c'est toujours un truc un peu...
dis, mais qu'est-ce qu'ils font écouter 50 fois la même phrase? Et il y avait Quelle est la une différence? variante, c'est ça, c'est quoi le... Qu'est-ce que tu fais exactement? Et tu lui montres des fois? Oui, ça arrive. Ouais. Je lui montre, alors soit juste une petite séquence parce que je veux voir si c'est aussi drôle que ce que j'espère ou aussi triste que ce que j'espère. Enfin voilà, en fiction, il faut quand même que les enjeux narratifs soient lisibles et les plus forts possibles. Et puis, je sais pas si ça te fait ça, mais moi quand je le montre à quelqu'un, même si c'est pas forcément quelqu'un qui va me le commenter ou quelqu'un du cercle professionnel, on va dire, je trouve qu'on regarde pas pareil. Ah non, c'est clair. Et des fois, il y a des choses qui me paraissaient évidentes que le fait de regarder avec quelqu'un, je me dis ah mais non mais attends, mais ça va pas, j'aurais dû faire comme ça, et ça marche moins bien, et en fait là le rythme là, machin, et ça m'arrive de débloquer des choses c'est clair. avant même que la personne m'ait dit ses retours. Oui. Donc je sais pas si c'est qu'on se remet dans une position de spectateur lambda entre guillemets, ou qu'on essaye de se mettre à la place d'eux. Alors, il y a sans doute un peu des deux. Ouais. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que quand je visionne avec Marie souvent, ou parfois quand c'est tout public, même avec mes filles, je regarde ça sur ma télé. Vraiment dans mon canapé en mode spectateur. Et j'ai pas du tout le même regard. Et c'est étonnant comme ne plus être vraiment devant la vide. Ça change vraiment tout. Quand tu te mets dans ton canapé, je sais pas, ton cerveau se configure différemment et t'es vraiment, tu reçois les choses de manière beaucoup plus comme un spectateur normal, quoi. Et ce qui est plutôt bien en fait. Quand le montage touche à sa fin et que tu commences à avoir les avis extérieurs qui arrivent, la prod, la chaîne, et que d'un seul coup on te dit, alors selon les gens avec plus ou moins de délicatesse, que ça va mais que ça va pas, et ouais, parfois moi je le prends pas très bien parce que tu te dis mais moi ça fait des semaines que enfin voilà, tout a été pesé, sous-pesé, on a essayé la version A, la version B, et ça nous paraît la meilleure option, et en même temps c'est bien normal d'avoir des avis extérieurs, et puis il y a grande chance que ces gens aient raison, ou en tout cas qu'ils aient soulevé un problème. Alors peut-être que la réponse n'est pas dans ce qu'ils te demandent d'enlever ou d'ajouter, mais peut-être que c'est symptomatique d'un problème qui peut se régler avant aussi. Oui, plutôt dans le montage, ou oui, parfois il y a des répercussions sur le rythme plus tard, quoi. Exactement. Mais c'est dur, ces interventions des instances supérieures, c'est dur. Ça peut ne pas l'être, ça l'est pas toujours, mais parfois ça... Puis on a tendance à du coup passer beaucoup plus de temps sur ce qui va pas, sur les problèmes entre guillemets, parce que puis du coup tu rentres de soir, jeu, mais voilà. Tu dis mais en fait y a rien qui va, c'est nul ce que j'ai fait. Et en fait non, c'est pas forcément des gros problèmes, c'est des choses qui se règlent finalement assez simplement. Et à chaque fois je me dis non mais je devrais pas le prendre à ce point, enfin aussi mal. Et je sais pas que je me mets en colère, c'est que je suis pas bien, quoi. Le soir je rentre, je suis pas bien, quoi. Oui, c'est pas agréable, quoi. Non. Et puis en plus, nous on se remet en question à chaque projet, quoi. Et puis on se dit ok, en fait non, je suis... Tu vois, je te parlais de légitimité tout à l'heure. Moi, à chaque fois que j'ai un visionnage qui se passe moyennement bien, je me dis en fait ça y est, en fait non, je suis vraiment pas à ma place, là ça y est, ils l'ont vu, quoi. C'est toujours un syndrome de l'imposteur. Un petit peu, mais en fait ça revient toujours à cette idée de c'est difficile de s'évaluer, de savoir ce qu'on vaut à un instant T, parce que en plus tu le sais, il y a des gens qui ont des affinités particulières, il y a des gens qui vont te dire un tel ou une telle est formidable, et puis tu vas entendre parler de quelqu'un d'autre qui va te dire ah non, moi ça va pas du tout matcher, ça va pas coller, ça correspond pas. Donc t'as des couples qui marchent, des projets qui parlent plus que d'autres, enfin voilà, et puis tu te dis ok, donc en fait c'est là, c'est maintenant, c'était le projet pour lequel je conviens pas, clairement. Puis bon, en fait la plupart du temps les choses se règlent d'elles-mêmes, d'elles-mêmes ou avec un peu de travail. Oui, mais ça se règle, il y a toujours des solutions. Quoi. Et je me suis aperçu qu'en fait, en tant qu'assistant, ce qu'on attendait de moi, j'ai compris assez tardivement, c'était aussi d'être un soutien moral ou émotionnel, ou en tout cas
la chef monteuse, le chef monteur, il avait besoin aussi de quelqu'un à côté qui lui en rajoute pas, et qui ne soit pas aussi stressé qu'elle. En fait, ça sert à rien. Oui. Au contraire, il fallait absorber un petit peu le stress. Et quand j'ai compris ça, je pense que j'ai progressé. Et je me suis surtout dit je me suis rendu compte que quand je suis devenu chef monteur, que c'était la même chose. C'est que la salle de montage, c'est le lieu de beaucoup de frustration. Du réal ou d'un réal qui n'a pas tourné ce qu'il voulait, qui n'a pas eu le témoin qu'il voulait, que ça s'est pas passé comme il fallait, que l'équipe ça n'allait pas. La prod, c'est pareil, c'était pas comme ça qu'il aurait fallu que ce soit. Tout le monde arrive avec son petit bagage de frustration de c'est pas comme on voulait. Et c'est légitime. Et nous, de deux choses l'une, soit on dit comme ouais, t'as raison, c'est vraiment pas bien, ou t'as raison, c'est. Ou alors tu te dis ok, c'est pas exactement ce que vous avez prévu, d'accord, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose de cool quand même. Et ce truc d'inspirer confiance, au-delà de pas qu'un truc de capacité, mais installer dans la salle de montage quelque chose de autant que possible serein et constructif. De dire, je sais pas comment on va faire, mais on va trouver. On va trouver des solutions. Alors, parfois, c'est un peu la méthode Coué. Je t'avoue que c'est aussi de l'auto-persuasion. On travaille avec des gens sensibles, sinon là aussi, ils feraient pas ce métier. Et nous, on est un peu des éponges, mais il faut pas trop que ça se voit. Je pense. Oui. Il faut qu'on dise, non mais t'inquiète, ça va aller, on va trouver un truc. Et parfois, je sais pas, le soir, des fois je rentre le soir et je dis à Marie, quel que soit le projet, je lui dis, je sais pas trop comment je vais faire. Et puis on trouve, à force, voilà, parce que oui, peut-être que c'est pas exactement les ingrédients prévus pour faire telle recette, mais on va un peu twister la recette et puis ce sera quand même très bon. Mais ce sera pas... Enfin, tu sais, en documentaire, entre le dossier tel qu'il est écrit, la note d'intention, les résultats, et puis le film tel qu'il est au final, il peut y avoir une dérive assez franche. Et en fait, quand les choses sont faites de manière sincère et finalement avec en tête l'idée essentielle du film, personne te dit, mais au fait, vous aviez dans le dossier, vous deviez avoir ça, et puis finalement ça y est plus. Si les gens se posent plus la question, en fait, si le propos est là, c'est pas grave, en fait. Puis la salle de montage, c'est un peu une cellule psychologique, quoi. Oui, aussi, c'est ça. Il y a quand même un gros aspect... Ah bah oui. Et même, après, je sais pas si c'est la même chose en fiction, mais en documentaire, il y a quand même une espèce de courbe qui se fait en général de... on redécouvre les rushs, alors soit c'est frustrant, soit pas du tout, soit on découvre des trucs incroyables, et puis on commence la structure, et puis finalement on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent pas, qui trucs, donc là ça redescend, le moral redescend, et puis finalement la semaine d'après tout se débloque d'un coup, et là on se dit ça y est, on a le film, c'est bon, et ça redémarre, enfin il y a une espèce de... un peu les montagnes russes. C'est carrément les montagnes russes, mais c'est ça qui fait qu'on y retourne. Oui, c'est clair. On est un petit peu accro à ces montagnes russes émotionnelles-là, mais l'expérience que j'ai en documentaire, en fonction de... Enfin, il nous est arrivé de dérusher pendant plusieurs jours, et puis après juste de discuter pendant 2 jours, quoi, sur ce que le film pouvait être, devait être, ne devait pas être, ne pouvait pas être. Il y a un temps aussi de sédimentation où tu te dis ok, donc peut-être là on va peut-être pouvoir commencer par ça alors. Et là j'ai l'impression de redémarrer comme le premier montage de ma vie à chaque fois, quoi. Ouais. J'ai l'impression que je vais pas savoir faire, que je sais pas par où commencer, c'est pas brillant. Et puis petit à petit, voilà, les choses se construisent, mais moi j'ai besoin de digérer tout, et c'est pour ça que je pourrais pas ne pas avoir visionné l'intégralité des rushs avant de commencer. Effectivement, même si en cours de route parfois tu dois avoir un peu omis certains trucs, ou en tout cas tu les regardes différemment à la lumière de tout ce que tu as déjà vu et ce que tu as déjà peut-être commencé à monter, et d'un seul coup tu dis ah mais en fait c'est ça qui me manquait. Moi si je sais que j'ai été ému au sens large, une émotion, une fois le film fini, je me dis cool, je sais pourquoi j'ai fait, quoi. Oui, après le film il a sa vie propre. Oui.
Nous, C'est ce sûr. qui nous intéresse finalement, c'est de le faire. Ouais. C'est pas tant le résultat. Enfin, bien sûr, le résultat pour que tout le monde soit content, mais l'aventure, c'est de le faire, quoi. Bah oui. Et puis c'est pas notre film, même Mm. si on se l'approprie beaucoup pendant plusieurs semaines. Au bout d'un moment, il faut se dire, c'est pas moi qui ai le dernier mot. Et puis, le premier objectif, c'est que les gens avec qui on travaille soient contents. C'est aussi simple que ça, quoi. Et des fois, je sais pas toi, mais moi, il y a des fois des réals qui arrivent avec un plan en tête, ou avec des certitudes. Par exemple, ça, c'est le plan de fin, ça, Ouais, c'est voilà. le machin. Et tu sens que ça sera pas ça. Mm. Mais tu peux pas dire encore ce que c'est, mais tu dis, on verra. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais alors, je suis. Et c'est oui. tout un truc de se dire que j'ai mis un peu de temps avant de bien mettre en pratique, parce qu'il faut le temps de la réflexion, de mûrir le truc, et puis de pouvoir concrétiser l'intuition, en fait. Ouais. Parce que Ben oui, et des alors. fois c'est quand même très très flou. Enfin, c'est juste un truc que tu sens vaguement, tu dis ouais, par cette partie-là c'est peut-être pas tout à fait ça, ou ça sera peut-être plus par là, ou... Alors, avec Anne, c'est un petit jeu. Comme on se connaît bien maintenant. Anne Moore, Anne c'est Moore, ça. il y a toujours, et c'est vraiment devenu l'objet de blagues entre nous, mais où elle me dit, ah non, cette séquence-là, je vois bien que dans tes yeux, là, que t'es en train de penser qu'elle est pas utile, mais moi j'y tiens. Je dis, ouais, t'inquiète, on verra, on en reparlera dans quelques jours. Et puis, bon, bah voilà, j'y dis pas que j'ai raison à chaque fois, hein, mais c'est arrivé que effectivement... finalement cette séquence elle est pas à sa place et puis c'est pas grave, mais là ça se fait avec beaucoup d'humour et d'intelligence parce qu'on s'apprécie et que on peut échanger, mais c'est pas évident de savoir jusqu'où insister, Ouais. jusqu'où tenir bon, parce que bien sûr c'est pas notre film, mais en même temps moi je considère vraiment que notre responsabilité c'est aussi de faire des propositions et puis d'être pas dans la remise en question systématique, évidemment, ce serait dingue de dire ça, mais par contre, t'es jamais aussi sûr d'un truc quand on t'a demandé si t'es sûr, et tu dis bah oui, ou alors tu dis bah je crois, non, et le simple fait d'avoir cet échange un peu parfois soutenu, ça peut conforter le réal ou la réal dans ses choix, ou juste dire bah vas-y, propose-moi autre chose si t'as envie. Et ça, c'est plaisant. Et moi, je pense vraiment qu'on sert à ça aussi. Alors, il ne s'agit pas de toujours systématiquement, encore une fois, remettre tous les choix en question. Mais on marche forcément à l'intuition, parce qu'on marche à la sensibilité. Parce que nous, on est vierge de tout ce qu'on a projeté dans ce que le film devait être ou pas, de tout ce qu'on a vécu au tournage, que ce soit en docu ou en fiction. Il y a des trucs, ils vont revenir avec les rushs en disant « Oh là là, c'était magique ce soir-là, on a vécu un truc dingue !» Toi, tu regardes les rushs et puis tu te dis bah je le ressens pas en fait, je suis désolé, mais toi je suis sûr que t'as vécu un truc génial, mais à l'image y a rien qui transpire quoi. Et nous on a cette distance là au début qu'on perd assez vite aussi, mais si je me taisais quand j'avais vraiment une intuition forte, j'aurais vraiment l'impression de mal faire mon travail. Ouais. Après je le dis avec beaucoup de diplomatie et beaucoup d'humilité aussi parce que je peux me tromper, mais je pense qu'on nous demande aussi une forme d'honnêteté. Parce que si on n'est pas honnête par rapport à ce qu'on ressent, on va pas pouvoir faire des choses sérieusement, quoi. Je pense. La salle de montage, c'est aussi un peu alors une salle de psy, c'est pas que tous les gens avec qui on bosse ont besoin de psy, mais en tout cas, il y a tellement d'affectifs qui rentrent en compte, parce que d'affectifs, il faut qu'il y ait une confiance qui est de fait, au départ, et un peu forcée. Enfin, c'est quand même surprenant. Les gens débarquent avec voilà, toutes leurs attentes, leurs projets, parfois, surtout si c'est en tout cas, quand c'est un premier film, c'est souvent encore plus d'enjeux pour eux. Tu sais que non seulement tu peux pas te louper, mais il va falloir aussi encore plus les épauler, pas faire le film à leur place, mais juste être encore plus un soutien et une aide, et voilà, et force de proposition. Et ça, c'est vrai que ça fait que t'as dû vivre ça aussi, en 3 jours, des gens que tu connaissais pas, tu te racontes des trucs hyper intimes, Ouais. et qu'au bout d'une semaine, t'as l'impression que tu les connais depuis 10 ans.
Ouais, c'est vrai que ça, les rapprochements sont parfois assez fulgurants. La salle de montage, c'est un catalyseur de tellement de choses dans les rapports humains. Alors, dans les deux sens, mais moi, encore une fois, j'ai eu plutôt plus de très bonnes expériences que de mauvaises. Et oui, alors après, t'as toujours ce truc un peu surprenant en fin de montage où c'est comme une fin de colonie de vacances où tu te dis on se quittera jamais, on s'écrira tout le temps. Et puis bah oui, il y a des fois des gens tu les perds un tout petit peu de vue, où t'as des relations plus en pointillé entre deux projets, et puis bah tu les retrouves 2 ans après, et tu reprends exactement là où tu t'étais arrêté. Et puis c'est très bien comme ça, alors... Mais c'est surprenant. Bah, là encore, j'ai bossé sur un très chouette projet qui était très différent de tout ce que j'avais fait avant pour Arte Découverte. Un très chouette film d'une réalisatrice qui s'appelle Julie Merkling et qui a fait un très beau film sur les arbres géants et très 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 vieux des forêts de Nouvelle-Zélande. Elle est partie vivre 2 ans en Nouvelle-Zélande, elle habitait ici à Lille avec son mari et ses 2 filles, et puis elle était journaliste scientifique, entre autres, et ça a été vraiment une très belle rencontre, et en quelques jours, je me suis dit, mais ouais, on s'entend super bien, et on échange, et c'est fluide, et on est quand même coude à coude 9 heures par jour pendant 8 semaines, et c'est pas évident en fait, finalement, et d'un seul coup on se retrouve dans une pièce qui est pas forcément très grande, vraiment au coude à coude, dans une promiscuité qui est pas évidente pour tout le monde en fait. Ouais, je sais pas, c'est une bulle quoi. C'est une bulle, mais des fois je dis en rigolant qu'on est un peu des sages-femmes aussi, c'est pas notre bébé, mais on est quand même là pour que le bébé naisse dans les meilleures conditions possibles, et voilà, le réel ou la réelle, c'est le parent, et nous, on intervient un petit peu plus sur le film qu'une sage-femme intervient sur le bébé, mais en tout cas, on a cette mission de faire en sorte que le bébé arrive et qu'il soit beau, qu'il soit en forme, qu'il soit en bonne santé, et que le parent n'ait pas trop souffert non plus. Si possible, pas du tout. Et dans un espace très réduit, moi je suis toujours fasciné par à quel point les échanges sont très vite forts, et des fois je me dis mais pourquoi je lui ai raconté ça, enfin, il y a des choses que j'ai pas dit à des gens qui a priori font partie d'un cercle plus proche. Peut-être que c'est justement parce que c'est ponctuel et que tu sais qu'après, je pense que c'est un truc inconscient dans les 2 côtés, quoi, de dire oui, on peut se dire des trucs, c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin, il y a une espèce de secret professionnel où tout ce qui se dit dans la salle de montage reste dans la salle de montage, quoi. Ouais. Et ce truc un petit peu sacré, enfin tu vois, moi j'ai appris avec des gens d'une génération d'avant pour certains, où il y avait un truc très... c'est la salle de montage, on rigole pas, quoi. Enfin, on rigole pas, c'est du sérieux. Il y avait un protocole, mais il y avait aussi il y avait une hiérarchie, hein, le chef monteur, son assistant, le réal, et cette on va dire, cette trinité-là, c'était un truc un peu... c'était un peu sacré. Et le chef monteur, moi je sais que les gens peuvent me dire des trucs et que je peux dire aussi des choses au réal ou à mon assistant, et je chéris ce côté un petit peu sacré, cocon, quoi, un petit peu cocon, un peu... Je pense que aussi on a besoin de se dire qu'on est en confiance avec la personne avec qui on est, pour pouvoir s'immerger complètement dans le film. Il faut pas qu'on ait besoin aussi de filtrer ce qu'on dit, enfin tu vois, et qu'on a besoin d'échanger. Encore une fois, on est sur des trucs de sensibilité, donc moi des fois, si ce que je vois, ce qu'on est en train de dérocher, ça génère une émotion qui me rappelle un truc, je vais peut-être avoir spontanément envie de le partager, et puis du coup ça va appeler aussi un échange. Bon, voilà, après... C'est une belle image... La sage-femme, tout ça. Très chouette. Je sais pas, moi je me considère mi-sage-femme, mi-cuisinier, avec des ingrédients et qu'il faut trouver le bon dosage. Bon, c'est quelque part entre les deux. Non, les métaphores sont bien choisies. Ingrédients à doser, ouais. Pas trop cuire le bébé, quoi. Pas trop... mais bien assaisonner quand même.
Et bien voilà. Bon. Bah voilà, sur ce. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on est bien. Bon, on a tout dit. C'était très bien. Bah, Je suis ravi. Écoute, merci. Et ben, cut alors. Eh ben, cut. Voilà, super. Merci Anthony. Mais merci, Yasmina, c'était très agréable. Play Pause Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt!